Bonjour Cyril. Bonjour Louis. Merci d'être venu pour ce tout premier épisode de la table d'Icare. Je vais commencer avec une question très simple. Est-ce que tu peux retracer un peu ton parcours depuis ton enfance ? C'est pas une question très simple pour moi, on va dire. Mon parcours depuis mon enfance ? Ouais. D'accord. Je vais devoir peut-être zapper quelques étapes. Disons que, en tout cas, j'ai toujours été très curieux de plein de choses et surtout des questions fondamentales, que ce soit en cosmologie, donc des raisons sur d'où vient l'univers, ou aussi en religion, des questions sur la crédibilité qu'on peut apporter à certaines croyances par exemple, et aussi notamment des questions sur la vie. Qu'est-ce que c'est et d'où ça vient. Et en fait, c'est ce genre de questions qui ont un peu structuré mon parcours professionnel, disons. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers une classe préparatoire BCPST, donc pour biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. Et donc pour faire un peu toucher un peu à tout, parce que finalement c'est une filière qui est très très interdisciplinaire, donc autant de biologie, des maths, de la physique, de la philosophie aussi. À la base, j'ai eu un moment où j'avais voulu faire vétérinaire aussi. Ouais. Mais je suis quand même devenu allergique aux poils d'animaux pendant la prépa, donc finalement je me suis dit non, je vais pas. Et finalement j'ai intégré une école d'agro. Donc c'est une école d'ingénierie en sciences du vivant, et je suis quand même devenu allergique au pollen pendant l'école. Donc j'étais pas très chanceux sur ce point de vue-là. Et après, par contre, ça m'a toujours permis de pouvoir avoir accès à des contenus fascinants sur énormément de disciplines en fait, ce parcours-là. Donc une école d'ingénieur où on a aussi de la biologie, de la physique, de la chimie, de la géologie, mais aussi de la finance, de la sociologie, de l'éthique. Et donc je voulais en fait le plus longtemps possible continuer à avoir cette ouverture d'esprit et pouvoir toucher un petit peu à tout. Et parce qu'il faut faire un choix professionnel à un moment donné, je me suis dit, parmi toutes ces questions qui me fascinent, si je dois en choisir une sur laquelle travailler, je vais me dire pourquoi pas l'origine de la vie, tiens. Ouais. Pourquoi pas ? Je trouve ça intéressant quand même. C'est sûr. Surtout que les mécanismes vraiment moléculaires que j'étudiais, que je faisais plutôt de la biologie moléculaire, me fascinaient par leur origine inconnue. On se disait, mais d'où ça vient en fait ? Et j'ai décidé de faire tous mes stages sur cette question-là, et ensuite un doctorat en biologie moléculaire sur cette question-là, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter, ouvert avec une dimension philosophique et d'anthropologie sociale, pour comprendre plusieurs dimensions de cette question, qui n'est pas que moléculaire aussi, qui est conceptuelle. Ouais. Et ensuite, parce que l'origine de la vie est proche des réflexions sur la vie extraterrestre, car lorsqu'on se pose la question de l'origine de la vie sur Terre, on est tenté de se poser la question de l'origine de la vie sur une autre planète. Et je me suis fait plaisir avec un post-doctorat en philosophie des sciences sur la recherche de vie extraterrestre. Et à la suite de cela, je suis là où je suis maintenant, au CNRS, responsable des actions interdisciplinaires, et j'ai la chance de pouvoir toucher à pas mal de disciplines, d'un point de vue plus administration et politique de la recherche, mais pouvoir amener ma pierre à l'édifice et soutenir à la recherche en fait. Donc je suis plus dans l'étude à proprement parler de questions fondamentales, mais je suis dans un contexte où je peux essayer de favoriser les collaborations interdisciplinaires pour répondre à ces questions, notamment. D'accord. Parce que je trouve fascinant dans ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas seulement
l'aspect mécanique qui t'a séduit dans les sciences, notamment peut-être au lycée dans la SVT ou dans la physique, mais c'est aussi un aspect plus conceptuel et plus philosophique des sciences. Et du coup, est-ce que tu as trouvé dans ta thèse, et peut-être plus encore dans ton postdoc, une satisfaction à ce besoin de conceptualisation et de métaphysique dans les sciences? Oui, oui, je pense que ça m'a surtout énormément aidé à comprendre finalement ce qu'est la science pour de vrai en fait, et quelles sont les réponses que l'on peut avoir, quelles sont les réponses que l'on ne pourra pas avoir, quelles sont des questions qui sont légitimes, de questions qui ont parfois pas forcément de sens non plus, on s'en rend compte, parce qu'elles peuvent être mal formulées ou parce qu'elles ne prennent pas en compte certains éléments. Et donc ça m'a vraiment permis de pouvoir aussi contextualiser les résultats scientifiques dans un paysage aussi un peu plus large, quoi. D'accord. Dans le tout début de ta thèse, tu parles beaucoup de justement de quoi on parle en fait quand on aborde les questions d'origine de la vie et des différents angles pour concevoir cette question. Aujourd'hui, comment est-ce que tu conçois cette question et est-ce que tu peux présenter rapidement les différents angles pour justement pour aborder cette question de l'origine de la vie? Bien sûr. Alors, donc comment je la conçois? Alors maintenant, c'est vrai que quand je parle d'origine de la vie, j'ai forcément en tête les multiples dimensions qui s'y attachent, et j'ai pas tendance justement à être focalisé sur un type de question plutôt qu'une autre. Mais donc donc c'est l'objet d'un article que j'ai coécrit. L'origine de la vie peut être conceptualisée selon 3 axes. Un axe historique, un axe de proximité avec la vie telle qu'on la connaît, et un axe de spontanéité ou d'artificialité. Donc en fait, ça veut dire que la question de l'origine de la vie, elle peut être historique ou non. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir à savoir comment notre vie, là, toute la biosphère terrestre, est apparue. Ça, c'est une question historique. Après, on peut se demander comment la vie apparaît. Là, on est dans une situation anhistorique. Et donc, comment la vie apparaît? Si ça se trouve, c'est peu probable, mais si ça se trouve, il peut y avoir des apparitions de vie sur Terre, dans des lieux très reculés. Actuellement, il peut y avoir des phénomènes. Il y a des contre-arguments sur le fait que ça soit réel, mais c'est encore une question. Mais là où c'est bien plus plausible, c'est que de la vie peut apparaître au moment où on parle sur d'autres planètes, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est une question anhistorique. Ensuite, l'origine de la vie peut se concevoir sur le côté, comme je l'ai dit, proximité avec la vie telle qu'on la connaît. Si on est d'un point de vue anhistorique, par exemple, est-ce qu'on va essayer de voir comment, sur une exoplanète, des cellules prokaryotes, eucaryotes ou des chimpanzés peuvent apparaître? Donc ça, c'est vraiment l'apparition de la vie, vraiment avec toutes les propriétés qu'on lui connaît. Ou alors une vie qui serait très éloignée de ce qu'on connaît. Comment un système qu'on va définir comme vivant, mais qui peut être basé sur une autre chimie que le carbone, par exemple, peut apparaître? C'est une origine de la vie telle qu'on ne connaît pas. Et ensuite derrière, c'est le côté spontané. C'est est-ce qu'on étudie la question de savoir comment la vie peut apparaître toute seule sans intervention d'un agent. Donc un agent, ça peut être par exemple un être humain. Ou alors comment l'être humain peut fabriquer la vie en laboratoire. Et ça, c'est aussi 2 autres questions différentes. Donc voilà, on peut combiner ces axes et on peut avoir comme ça 8 sous-catégories de questions. De questions et de problèmes. Exactement. Et dans ces sous-catégories, lesquelles t'ont le plus fasciné et lesquelles t'ont le plus occupé dans ta thèse? Là, je mets des guillemets, création de la vie en laboratoire, parce que c'est d'abord ce que sur la paillasse je faisais d'une certaine manière, je précise bien d'une certaine manière, c'est-à-dire que j'étais présent et c'est moi qui
manipuler les pipettes et injecter des ARN, des ADN, des protéines pour faire des réactions. Donc du coup, en fait, ce que je faisais, c'était je construisais un objet. Ouais. Après, cette construction d'objet peut aider à répondre à la question de l'apparition historique de la vie telle qu'elle a eu lieu sur Terre. Mais en premier abord, c'est d'abord la construction de quelque chose qu'on peut considérer plus ou moins comme vivant ou pas. Et donc j'étais plus proche de l'aspect, on va dire, artificiel. Et ensuite, je suis assez sensible à l'aspect vie telle qu'on la connaît pas, parce que j'essayais de mettre ensemble des réactions d'ARN. Alors, ce sont des molécules qui sont du même type que ce qu'on a dans notre corps, par exemple, les fameux ARN messagers qu'on entend parler. Mais c'était des ARN assez spécifiques, assez modifiés, qu'on ne retrouve pas à l'état naturel. Et si les expériences fonctionnent vraiment comme prévu, on va donner naissance à des systèmes biochimiques qui se rapprochent un petit peu du vivant, de cette manière, on pourra en reparler, mais qui, le produit fini n'est pas de la vie telle qu'on la connaît. Ouais. Donc c'est quelque chose de nouveau. Justement, parlons-en. Est-ce que du coup, il y a forcément la question de la définition du vivant qui s'est posée et qui se pose. Comment est-ce que... déjà, pourquoi est-ce que il est nécessaire de cerner une frontière et comment est-ce que tu définis le vivant aujourd'hui? Alors, il est nécessaire de former une frontière juste pour comprendre de quoi on parle, mais sinon, il est important de savoir que c'est un concept flou. C'est pour ça que moi je parle de définition de travail. En fait, il n'y a pas de consensus sur ce qu'est la vie, parce que c'est une question qui est authentiquement philosophique et pas scientifique. De mon intérêt aussi pour la philosophie des sciences. C'est pas parce qu'il n'y a pas de consensus qu'il n'y a pas de propriétés qui reviennent, très souvent. Il y a la compartimentation, l'information, la reproduction, le maintien hors équilibre. Donc il y a tout un nuage de concepts qu'on retrouve très souvent. Et la définition qui est la plus employée actuellement, c'est la définition de la NASA, qui est un système vivant est un système chimique auto-entretenu, capable d'évolution darwinienne. Donc c'est celle que j'ai pris comme définition de travail dans mes recherches, par simplicité, on va dire, mais tout en étant conscient que ce n'est qu'une définition de travail. Et encore, c'est une définition de travail basée sur la vie telle qu'on la connaît. On peut peut-être être amené à voir des objets où on va dire « Ah, peut-être que ça, intuitivement, je considère ça comme vivant », mais ça va pas rentrer dans ma définition. Alors, est-ce qu'il faut que je change ma définition ou alors il faut que je crée une nouvelle catégorie ? Donc, c'est vraiment un concept qui est authentiquement flou, quoi. Et parce que, par exemple... du coup, dans la définition de la NASA, chimique, auto-entretenu et capable d'évolution darwinienne, par exemple, un virus ne va pas rentrer là-dedans parce qu'il n'y a pas l'aspect auto-entretenu, si je comprends bien. Tout à fait. Mais du coup, quel est le degré d'autonomie ? Enfin, comment dire ? Mettons, pourquoi est-ce qu'un humain rentre là-dedans, typiquement ? Alors, la réponse courte, c'est parce qu'il est composé d'entités qui rentrent là-dedans. Parce que les personnes stériles, par exemple, n'est pas capable de reproduction. Donc certains scientifiques sonnent la cloche, votre définition elle ne marche pas parce qu'il n'est pas capable de reproduction, donc c'est pas un système chimique auto-entretenu capable de reproduction. Mais il y a un contre-argument à ça, c'est que nos cellules se divisent, la plupart, elles se divisent, et donc elles sont entretenues et capables de se reproduire. Donc voilà pourquoi est-ce que nous on est un être vivant d'après cette définition. Par contre, on peut toujours essayer de tester les limites des concepts. Et par exemple, si on prend un spermatozoïde seul, il n'est pas capable de reproduction de façon autonome. Il a besoin d'un ovule. Donc du coup, le système ovule plus spermatozoïde, on peut dire que là c'est un système vivant. Mais un spermatozoïde seul, dans ces définitions, ça ne rentre pas. Et si j'ai pris le cas de spermatozoïdes, c'est parce que les ovules peuvent se diviser dans certaines situations, ce qu'on appelle la parthénogenèse. Mais un spermatozoïde, ça ne se divise pas. D'accord. Mais après,
j'imagine qu'il y a aussi un aspect un peu fractal, parce que par exemple, si je considère la France ou l'ensemble des Français, ça aussi c'est un système auto-entretenu, capable de se reproduire, et capable d'évolution darwinienne d'une certaine manière aussi. Donc ça, en fait, est-ce qu'on doit considérer par exemple l'humanité ou l'ensemble des Français comme un être vivant aussi Disons que c'est un système vivant, ça c'est sûr. Après, la définition entre être et système, ce serait plutôt la question de l'organisme. Parfois, les fourmilières sont considérées comme des méta-organismes. Parce que, par exemple, les mâles ne peuvent pas se reproduire. Non, ça c'est les abeilles qui peuvent pas se reproduire. Les abeilles mâles ne peuvent pas se reproduire. Donc, il faut le concevoir, du coup, comme certains disent qu'il faut le concevoir comme un organisme éparpillé dans plusieurs êtres. Mais il peut y avoir des choses qui sont très éloignées et qui peuvent rentrer dans certaines définitions du vivant. Si on laisse le côté chimique, par exemple la théorie des mèmes de Richard Dawkins, peuvent être des êtres vivants parce que si on considère qu'un être vivant c'est un système qui peut se reproduire et évoluer, les mèmes sont l'exemple parfait. Les musiques, oui. Parce que c'est vrai qu'on tend à penser même Internet, mais en fait tout type d'idée qui peut se répliquer et du coup qui est en compétition avec d'autres idées est un mème en soi, et donc mais en soi ils ont quand même besoin des cerveaux comme médium pour se diffuser et pour se répliquer. Donc, oui, c'est ça. Ouais. Mais après, on peut vraiment jouer un peu avec les concepts, parce que finalement, nous, on a besoin de l'atmosphère pour respirer aussi. Ouais. On a besoin de nutriments pour pouvoir s'auto-entretenir. Donc on est plus indépendant que des BEM, mais on n'est pas si indépendant que ça non plus. Très bien. Dans ta thèse, tu parles également beaucoup de la notion de seuil, et de manière plus générale, dans cette notion d'apparition de la vie, il y a l'idée de seuil, soit seuil de complexité ou seuil énergétique, pour enclencher un mécanisme. Est-ce que tu peux développer un peu sur cette notion de seuil ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a un seuil qui est assez connu en biologie de l'évolution, qui s'appelle le seuil d'erreur, qui est qu'à partir d'un trop grand nombre d'erreurs dans la réplication de l'ADN, la population ne peut pas se maintenir. En fait, les copies, elles sont trop différentes. Et donc, du coup, on ne peut pas s'adapter. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que c'est assez pointu. Mais avec mon directeur de thèse, on était assez intéressés par ce seuil-là parce que ça permettait, en fait, dans des recherches sur l'origine de la vie au niveau du début de la réplication de l'ADN ou de l'ARN, des molécules informationnelles, ça permettait de pouvoir contraindre un système mathématiquement finalement. C'est-à-dire qu'on savait que pour que ce système puisse se maintenir, ce système de molécules, sans cellules, juste des molécules dans de l'eau, il fallait qu'on atteigne une réplication qui soit en dessous de n erreurs par brin d'ADN ou d'ARN. Et donc ça, en fait, c'est super intéressant d'avoir un jalon qui soit bien défini et opérationnel dans un espace qui est flou et qui a une zone grise entre le non-vivant et le vivant. Et en fait, il y a tellement de débats sur est-ce que ça c'est plus ou moins vivant, est-ce que ça c'est pas vivant, mais oui, mais ça c'est pas un scénario intéressant ou pas. Mais là, on dit, mais par contre, regardons sur ce quoi on est d'accord. Ça, on est d'accord et on le sait, qu'un système auto-entretenu ne peut pas se maintenir s'il fait trop d'erreurs. Et donc, on a décidé de rechercher d'autres seuils, en fait, dans les scénarios d'origine de la vie, qui peuvent être des jalons pour pouvoir acquérir une propriété qu'on pourra estimer comme étant une propriété vitale. Par exemple, l'auto-entretien, c'est une propriété vitale. Il peut y avoir d'autres propriétés vitales en fonction de ta définition. Par exemple, la compartimentation. Certaines définitions considèrent que c'est une propriété vitale. Et par exemple, des chercheurs ont établi un seuil pour pouvoir faire émerger des compartiments dans une solution d'eau avec des lipides. C'est-à-dire que, en fait, plus on injecte de CO2 dans l'atmosphère,
plus on se rapproche d'un seuil au-delà duquel, spontanément, les lipides vont se former en vésicule, mais en quelques secondes. Donc là, tac, on a l'apparition de vésicules, donc de compartiments, comme des cellules mais vides, quand on a dépassé ce seuil. Et donc, en fait, on jalonne avec plein de seuils et on argumente dans cet article que ça peut être une façon de pouvoir créer des scénarios d'origine de la vie en modulant les étapes clés, en fait, et en pouvant les rendre opératoires expérimentalement parlant. D'accord. Il y a une expérience qui est connue, c'est celle de Miller, qui du coup, ils ont essayé de simuler des orages dans un océan dans lequel il y aurait certaines molécules. J'imagine en fait cette expérience elle est assez vieille. Quel a été tout le chemin parcouru depuis cette expérience jusqu'à aujourd'hui, et à quel point est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui c'est de la science-fiction par rapport à ce que Miller a essayé de faire? Alors, Miller, il s'est intéressé, on va dire, au tout début de l'abiogénèse. Donc, petit point de terminologie. Donc, la biogénèse est non scientifique pour parler de l'origine de la vie. C'est L apostrophe abiogénèse. Donc, génèse, c'est ce qui est généré. Bio, c'est ce qui est généré du vivant. Et A privatif bio, c'est ce qui est généré par quelque chose qui n'est pas vivant. Donc, c'est la vie qui est générée du non-vivant. Donc, c'est l'origine de la vie. Et donc, la première étape de la biogénèse, c'est d'essayer de réaliser des molécules prébiotiques. Et les molécules prébiotiques, c'est les précurseurs des blocs élémentaires du vivant. Donc les blocs élémentaires du vivant, c'est ce qui compose notre ADN, par exemple, des nucléotides, ou des protéines, des acides aminés, ou nos membranes cellulaires, des lipides. Et Miller, il a fait une preuve de concept qu'on pouvait avoir certains acides aminés dans des conditions qui étaient supposées être celles de la Terre primitive. Et d'ailleurs, on sait que maintenant, c'est plus les conditions qui sont celles retenues actuellement. On sait que probablement la Terre n'était pas comme ça. D'accord. Et donc, disons qu'il s'est intéressé au tout début, mais la grosse différence avec maintenant, c'est pas qu'on a linéairement avancé un scénario à partir de Miller, mais c'est qu'on s'est attaqué sur plein de fronts à la fois. D'où l'intérêt justement d'avoir des jalons et d'avoir des seuils. C'est-à-dire que les grandes avancées, c'est que maintenant, on sait comment, par exemple, une molécule d'ARN peut lier deux acides aminés entre eux pour fabriquer une protéine. Donc c'est ce qu'on appelle, par exemple, le monde à ARN, qui est une théorie qui est assez connue sur l'origine de la vie, qui considère la biomolécule ARN comme étant la première biomolécule ayant structuré la vie au moment de l'origine de la vie. Ok. En gros, si je comprends bien, l'ARN, pour moi, ça reste un peu une séquence d'informations, un peu comme l'ADN, mais en fait, là, ce que tu dis, c'est que l'ARN, avant même d'être traduite ou convertie en protéines, pouvait avoir en fait une fonction de par sa forme ou si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. En fait, l'ARN, c'est une molécule qui est super pratique et c'est pour ça qu'on l'utilisait nous aussi en laboratoire. C'est que c'est une molécule qui est porteuse d'informations, donc elle fait le taf de l'ADN, et c'est une molécule qui est capable de catalyser des réactions chimiques. Donc c'est-à-dire accélérer des réactions chimiques, en fait, les rendre possibles, et c'est ce que font les protéines. Et donc en fait, pour faire gros, il y a 3 grandes familles de molécules, biomolécules dans le vivant, c'est protéines, ADN et ARN. Et comme l'ARN est capable de jouer le rôle des deux, et qu'en plus on a découvert que l'ARN aussi peut lier 2 bases azotées d'ADN, il peut faire le rôle des deux, il peut fabriquer l'un et l'autre. On se dit, pourquoi pas un monde à ARN. Et donc ça, c'est par rapport à Miller, par exemple, c'est une énorme avancée. Mais on est bien plus loin dans un scénario d'abiogénèse. Parce que ça veut dire que là, ce phénomène de monde ARN, il prend comme point de départ des ARN qui existent déjà. Donc ensuite, après, il y a des recherches qui montrent comment, à partir de nucléotides, qui sont les blocs élémentaires, on peut avoir des systèmes qui vont se polymériser spontanément, donc c'est-à-dire s'ajouter un à un pour former des ARN.
Et ensuite, il y en a qui vont travailler à voir comment ces ARN peuvent avoir une fonction. Et il y en a qui vont travailler sur comment ces ARN peuvent faire de l'ADN et des protéines. Et ensuite, jusqu'à très loin, il va y avoir des gens qui vont montrer comment des cellules peuvent survivre de façon minimale. Donc ça c'est l'autre versant de la médaille. Donc là, c'était du bottom-up. Donc on essaye de créer des choses vivantes à partir de choses moins vivantes. Et il y a aussi la possibilité de partir de choses vivantes et on retire plein de pièces et on voit jusqu'où ça reste viable en fait et fonctionnel. D'accord. Et donc ça, c'est aussi des nouveautés. On peut voir comment peuvent apparaître certains mécanismes biochimiques en justement enlevant certaines parties, en rajoutant. Donc c'est de la biologie de synthèse. Ça. D'accord. Donc en fait, il y a des gens qui vont travailler sur comment A donne B, quelles sont les conditions pour faire ça, des gens qui vont travailler sur comment D donne E, d'autres qui vont travailler sur comment X donne Y, et quelles sont les conditions minimales pour arriver à ça, ou même est-ce que c'est nécessaire pour aller faire le lien entre eux. Donc en fait, ça donne plein de champs différents de recherche et de questions potentielles auxquelles on essaie de répondre. Mais toi, du coup, dans tout ça, quel est le scénario d'origine de la vie qui, du coup, te semble le plus plausible et celui auquel tu penses a le plus de chances d'être celui qui explique pourquoi on est là aujourd'hui? Une citation que j'adore, qui est d'Albert Eschenmoser, un chimiste un peu star de l'origine de la vie qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui dit que l'origine de la vie ne peut pas être découverte, elle doit être réinventée. Et je pense que c'est un peu mon mantra pour répondre à ce genre de questions. C'est que maintenant, disons que j'ai acquis la conviction qu'effectivement, plausiblement, la vie est apparue sur Terre de façon spontanée il y a 3,8 milliards d'années et on n'a aucune chance d'avoir des traces géologiques qui peuvent nous indiquer les mécanismes moléculaires qui ont eu lieu exactement. Donc ça, c'est sûr que la réponse rapide à cette question, c'est que on ne saura pas. Mais la réponse plus subtile à ta question, qui est vraiment répondre à ta question, c'est quel est le plus plausible, finalement. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que plus on rentre dans un sujet, moins on en sait. Parce que, évidemment, j'avais des idées au début de mes recherches, mais j'étais influencé par mes premières rencontres académiques, donc j'étais plutôt influencé par les personnes avec qui je travaillais, puis après je changeais de laboratoire, j'étais influencé par une autre personne. Et j'ai beaucoup de mal à me faire un avis, déjà parce que maintenant je pense que je m'intéresse plus, la question qui m'intéresse c'est, même si je fais plus de recherche dans mes lectures, c'est plus la transition du non-vivant en vivant dans l'absolu, en fait, plus que en se contraignant dans un système particulier. Mais je dirais qu'il y a deux scénarios qui sont les plus plausibles. C'est le scénario de l'origine de la vie dans des flaques d'eau sur la surface de la Terre ou dans des fumeurs hydrothermales dans les profondeurs de l'océan. Et donc en fait, c'est des structures géologiques comme des cheminées à travers desquelles de l'eau très chaude et chargée en métaux vont être recrachées. Et il y a plein de petites alvéoles dans ces roches poreuses. Et donc, il y a des théories comme quoi ces alvéoles auraient été les premières cellules. D'accord. Mais il y a des arguments pour et des arguments contre pour ce scénario, on va dire, hydrothermal, fumeur hydrothermal, par rapport à des scénarios de sources hydrothermales, mais alors ça, c'est la surface, du coup, les flaques d'eau. D'accord. Il y a aussi la théorie de la panspermie, de l'origine extraterrestre potentiellement de la vie sur Terre. Pourquoi, du coup, tu ne le considères pas comme un scénario plausible? Quels sont les arguments pour et contre? Et qu'est-ce qui fait que les deux autres scénarios sont plus plausibles? L'argument contre, c'est que ça fait intervenir une entité supplémentaire pour laquelle on n'a aucune preuve de son existence. C'est-à-dire un endroit d'où part cette vie, en fait. C'est-à-dire qu'un autre, une métropole en fait de la vie, elle va essaimer des colonies. Donc en fait, il faudrait qu'il y ait une autre planète qui héberge de la vie. Et par exemple, elle se fait bombarder des météorites. Il y a des morceaux de météorites qui sont éjectés avec de la vie, et donc du coup, ça arrive sur notre planète. Mais pour l'instant,
On en est actuellement, donc dans la recherche de la vie dans l'univers, à que des suppositions. Mais on n'a aucune preuve qu'il existe de la vie dans l'univers, ailleurs que sur Terre. D'accord. C'est une autre question est-ce que c'est plausible ou pas, mais en tout cas, on n'a aucune preuve. Donc du coup, de dire que en fait, la vie provient d'ailleurs, c'est supposer que cet ailleurs existe avec de la vie, pour l'instant on ne sait pas. Donc en fait, c'est repousser le problème et le rendre plus improbable, parce qu'on sait que la vie existe sur Terre. Donc on se dit, autant rester sur ce qu'on sait et que c'est émergé sur Terre. Ouais. Mais par exemple, on pourrait dire, il y a tellement de mondes différents et possibles, ça fait plus de paramètres d'expérience, enfin plus d'éprouvettes en tout cas. Donc il y a aussi des chances qu'une de ces éprouvettes ait des conditions un peu différentes et puisse plus favorablement aligner les billes pour que la vie apparaisse, quoi. Donc, oui, alors ça c'est super intéressant, c'est la différence entre une planète qui va être propice au développement de la vie et une planète qui va être propice à l'avènement de la vie, c'est ça? Ouais. Oui. Donc il y a un chercheur qui a donné un terme, on parle de l'habitabilité pour la vie, et en reprenant une racine grecque, il parle de l'urabilité pour la capacité d'une planète à générer la vie. Alors, en regardant vraiment l'origine de la vie, une planète qui peut être propice à produire la vie, il faut au minimum qu'elle soit propice à la maintenir dans ses premiers états en tout cas. Ouais. Donc ça c'est sûr. Donc en tout cas, elle sera habitable. Alors, on est que dans des situations de possibilité. Peut-être oui, effectivement, qu'il y a tellement de monde qui peut en exister. Il y a des simulations qui sont faites par rapport au nombre d'exoplanètes qu'on découvre. Là, en ce moment, il y a James Webb qui découvre beaucoup d'atmosphères d'exoplanètes et donc des simulations qui sont mises à jour. Donc de mondes potentiellement habitables ou qui sont propices à la vie. Encore une fois, la vie telle qu'on la connaît. Donc il faut au moins qu'il y ait de l'eau, par exemple. On va dire des mondes, des exoplanètes qui sont rocheuses, qui ont une atmosphère suffisamment importante pour que de l'eau liquide puisse exister à la surface sans être vaporisée tout de suite et rester à l'état liquide. Et les simulations sont assez pessimistes sur la possibilité que par chance il y ait une météorite qui tombe sur une planète habitable, parce que il y en a pas il y en a, mais elles sont tellement éloignées, potentiellement habitables, on sait même pas vraiment si elles sont totalement habitables, mais bon, il y a des hypothèses, mais elles sont tellement éloignées, tellement éloignées. En fait, il faut se rappeler aussi que entre la Terre et la Lune, on peut mettre toutes les planètes du système solaire. Ouais. On a l'impression que la Lune est juste à côté. Donc, alors que notre étoile la plus proche, Proxima du Centaure, si je dis pas de bêtises parce que je suis pas astrophysicien, c'est à 4 années-lumière. Donc la lumière, elle met 4 ans, et la lumière, c'est ce qui va le plus vite au monde normalement. Donc voilà, donc en fait avec des simulations, avec des météorites qui peuvent échanger du matériel vivant, c'est très peu plausible. Et d'autant plus qu'il y a aussi des expériences qui ont été faites sur la survie de bactéries dans l'espace par exemple. Donc il y a des recherches qui sont faites où on bombarde des bactéries avec des rayonnements qui sont ceux qu'on retrouve dans l'espace, et généralement elles ne passent pas de bons moments. Donc, alors parfois on peut dire qu'elles peuvent rester dans des inclusions, dans des météorites, mais bon, après il faudrait qu'elles survivent aussi le crash dans l'atmosphère sur l'exoplanète. Donc en fait, ça rajoute trop énormément de probabilités. Ouais. Ça veut pas dire que c'est impossible, bien sûr, mais c'est très peu plausible. Voilà pourquoi je considère pas que c'est l'hypothèse la plus... Et donc du coup, quelle est ta position sur le fameux paradoxe de Fermi? Où sont tous les aliens, où est la vie extraterrestre? Alors en fait, le paradoxe de Fermi, c'est un paradoxe qui n'en a que le nom en fait finalement, parce que paradoxe, c'est quand il y a une incompatibilité conceptuelle. Et là, il existe des réponses au paradoxe de Fermi, peut-être qu'on ne veut pas les entendre, mais une réponse qui existe, ça serait par exemple que le phénomène d'abiogénèse est excessivement improbable, et qu'il y a beau exister des millions et des millions et des millions d'exoplanètes, c'est tellement improbable que l'univers est vide. Donc là, c'est pas un paradoxe, hein, c'est juste qu'on est sur la planète qui a eu cette chance.
En même temps, on n'aurait pas pu être. Ouais, c'est ça. En fait, par définition. Mais donc ça, c'est une réponse. Ouais. Oui. Non, mais c'est ça. Après, enfin, on dit ah mais c'est beaucoup trop improbable qu'on soit là, mais en même temps, si il n'y avait pas eu l'alignement miraculeux, on serait pas là pour en parler. Donc Oui, bah évidemment. Oui, tout à fait. Oui, c'est comme la probabilité que tes parents se rencontrent. ouais. Elle est tellement infime que finalement on pourrait dire non mais c'est tellement peu probable que tes parents se soient rencontrés que moi je crois pas que tu existes. Ouais. c'est exactement ça. Oui. Et donc voilà, donc ça c'est un cas extrême. Ensuite, après, il y a des chercheurs qui, par exemple, se mettent à jour avec les quantités d'exoplanètes qu'on retrouve et surtout à jour avec le fait que pour l'instant, on n'a pas obtenu de signal d'une civilisation extraterrestre qui soit non ambiguë. Et, depuis les années, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois depuis les années 70, on a des télescopes et des radiotélescopes qui écoutent voilà, ce qui pourrait venir vers notre planète et essayent de voir si dans ces ondes, il peut y avoir des signaux qui comportent des messages. Et pour l'instant, il n'y a rien qui puisse indiquer qu'on ait obtenu un message. Sachant ça, on peut mettre un seuil, encore une fois un seuil, sur le nombre maximal de civilisations qui existent et qui nous envoient un signal, sachant qu'on n'a rien entendu depuis 60 ans en fait. Donc ça veut dire que en fait, c'est juste que le paradoxe de Fermi, pour l'instant, il se résout à la densité maximale de civilisations qui nous envoient des messages, elle est inférieure à tel chiffre. Mais voilà. Mais donc il y a beaucoup de suppositions. C'est déjà civilisation avancée et déjà qui nous envoie des messages spécifiquement et que c'est des messages qui nous parviennent. Ouais. Donc en fait, voilà. Donc moi pour répondre, on va dire d'un point de vue intuitif et moi ce que je pense, c'est que je pense qu'il peut y avoir plein de systèmes. Déjà, on ne sait pas si ça va être on va considérer que c'est des systèmes vivants ou pas. Il va y avoir plein de trucs qui vont être entre les deux. Il va y avoir des trucs qu'on va même pas savoir dire si c'est une civilisation, si c'est pas une civilisation. Et peut-être que dans ce tas-là, il va y avoir des trucs qui vont peut-être utiliser des technologies similaires que les nôtres. Parce qu'il y a ça aussi, il n'y a pas une infinité de façons d'envoyer des messages entre les planètes. Donc en fait... voilà. Connu par l'humanité aujourd'hui, quoi. Oui, connu par l'humanité aujourd'hui, mais même au bout d'un moment, on peut se rendre compte... parfois, on peut savoir ce qu'on ne sait pas, mais on peut aussi savoir ce qu'on sait. Par exemple, on sait qu'il est impossible pour de la matière... pour la matière tout court, d'aller plus vite que la lumière, et même d'atteindre la vitesse de la lumière. Et ça, en fait, c'est démontré. C'est pas que on ne sait pas si ça se trouve il y a des aliens qui vont aller plus vite que la lumière. On a toutes les bonnes raisons de considérer qu'on a démontré qu'on peut pas aller plus vite que la lumière. Alors après il y a une petite astuce, c'est réduire l'espace-temps, mais c'est une grosse astuce quoi. C'est une grosse astuce. Ça veut pas dire qu'il va plus vite que la lumière, mais il y a des chercheurs qui ont montré que c'était théoriquement plausible que des aliens puissent acquérir certaines technologies comme ça. Mais voilà, donc je pense que il est possible qu'il y ait des civilisations qui ressemblent aux nôtres, mais de toute façon elles sont tellement éloignées que voilà, on n'a aucun signal. Mais donc le paradoxe de Fermi, il n'est pas si paradoxal. En fait, il est, on va dire, c'est juste, on pourrait dire la déconvenue de Fermi. Ouais. Parce que dans les années 70, on pensait que de Mars, il y avait de la végétation, limite, qu'il y avait... oui, alors là, c'est un vrai truc. Hein, dans les années 50, il y a même un article qui avait fait sensation, qui démontrait avoir... qui montrait avoir pris des mesures des longueurs d'onde de végétation sur Mars, en fait. Et qu'est-ce qui... pourquoi est-ce que les gens avaient ces croyances ? Pourquoi est-ce qu'on pensait que l'univers grouillait de vie à ce moment-là ? Et pourquoi est-ce que, du coup... aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas vraiment le cas ? Je pense que c'est une démarche qui est assez saine, d'abord penser ça. C'est ce qu'on appelle le principe de Copernic. C'est donc Copernic qui est crédité pour avoir démontré que la Terre, elle tournait autour du Soleil. Et qu'on n'était pas le centre du monde. Et donc, en fait, qu'on était des entités banales dans l'univers, finalement. Le Soleil, en plus, c'est une étoile qui tourne autour de la galaxie,
autour du trou noir au centre de la galaxie. La galaxie, c'est une autre galaxie parmi plein d'autres. Et donc en fait, on dit, du coup, on est sur une Terre qui a de la vie. On n'a pas de raison de penser qu'on est spéciaux. Donc du coup, l'hypothèse de base, c'est qu'on va considérer que les autres planètes ont de la vie, pourquoi pas ? Si nous, on a de la vie. Et c'est philosophiquement très sain de penser ça, en fait. Et c'est ensuite qu'on s'est rendu compte, c'est plus compliqué que ça, en fait. C'est que des cailloux désertiques. Ouais. Mais voilà. Ouais, ça part de se dire, ok, on n'est pas le centre de l'univers, donc il doit y avoir la même chose ailleurs. C'est ça. Et en fait, on se rend compte que si finalement on a quelque chose d'assez spécial qui est différent de ce qu'on pourrait penser en première réflexion, quoi. En tout cas, alors, ce qui est sûr, et ce qui est acquis, et ce qui est démontré et avéré maintenant, c'est qu'on est très différent par rapport aux autres planètes du système solaire. Ça, c'est sûr. Après, il y a d'autres... on découvre plein d'exoplanètes, il y a des candidats pour que ces exoplanètes soient exactement comme la Terre. Des candidats, ça ne veut pas dire qu'on a démontré, mais la diversité des exoplanètes dans l'univers est énorme. Donc finalement, on peut avoir des cousins, mais ils vont juste être en plus petite quantité que ce qu'on espérait avant. D'accord. Et est-ce que du coup, parce que dans le paradoxe de Fermi, enfin le déconvenu de Fermi du coup, il y a aussi la notion de la probabilité que l'intelligence émerge de la vie. Avec toutes les définitions qu'on peut vouloir essayer d'associer à l'intelligence. Mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi une difficulté à ce niveau-là, quelque chose d'improbable qui s'est produit de l'humanité, notamment par rapport aux autres espèces vivantes? Et si oui, à quel point est-ce que c'est improbable ce qui s'est produit? Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut discuter, utiliser le langage pour échanger des idées abstraites. À quel point est-ce que c'est rare ce qui s'est produit? Alors, donc ça, c'est en fait, c'est une question qui est presque similaire à la question de la rareté de l'origine de la vie. Et on en vient très rapidement au problème qu'on appelle le problème n égale 1. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul exemple, et arriver à faire une généralité à partir d'un seul exemple, c'est assez compliqué. Mais pour l'apparition de l'intelligence, c'est plus compliqué que n égale 1, quand même, parce que on a d'autres exemples d'apparition d'intelligence dans le règne du vivant. On peut s'en restreindre au règne animal. Par exemple, des formes d'intelligence qui ont un fonctionnement qui est très très différent d'une autre, on y revient, mais les fourmis et les abeilles. Les poulpes aussi ont une forme d'intelligence qui est très très évoluée, mais je ne suis pas spécialiste du domaine, mais qui ne fonctionne pas exactement comme notre intelligence. Nous, on va dire qu'on a une intelligence qui fonctionne un peu comme les autres primates, donc on a un ancêtre commun. Il y a, comme dans beaucoup de choses, il y a deux écoles. Des écoles pour dire que avec un écosystème suffisamment complexe, ce qui peut arriver et qui va, on va dire, atteindre un puits de potentiel d'une certaine manière, c'est-à-dire qui va être très stable, va rester. Par exemple, l'apparition de la coquille. C'est un truc qui est apparu dans l'histoire de la vie, mais il y a peut-être, 3 milliards d'années, un truc comme ça, et ça restait parce que c'est génial. La coquille, ça te protège de plein de trucs. Et là, l'intelligence, on verra si on s'autodétruit ou pas, mais je pense quand même que c'est assez génial, et ça peut quand même permettre de préserver l'organisme qui en est pourvu de beaucoup d'accidents d'évolution qui l'éradiqueraient. Et donc l'être humain peut s'adapter à quasiment l'intégralité des écosystèmes sur Terre, quasiment, pas tous, en étant suffisamment intelligent pour faire de la technologie. Et donc en fait, l'idée est que dans un écosystème suffisamment complexe, à partir du moment où on commence à avoir un truc qui est un petit peu plus intelligent, et ce truc il est plausible qu'il reste là pendant longtemps. D'accord, ouais. Et ensuite après, donc ça c'est l'argument pour que une autre exoplanète, si elle a une biosphère complexe, elle aura une forme d'intelligence. Et les arguments contre, en fait, c'est généralement c'est beaucoup du n égale 1, c'est-à-dire on ne sait pas, c'est arrivé, on n'a qu'une seule trace formelle dans l'histoire de l'évolution sur Terre d'une intelligence qui est la nôtre, mais en même temps, c'est... Ouais. On ne peut pas faire de statistiques avec n égale 1, quoi. Ouais, mais après, le truc, c'est aussi un autre argument, c'est que c'est l'intelligence
humaine, on va dire, l'être humain est apparu, l'Homo sapiens, vraiment les espèces modernes, il y a quelques centaines de milliers d'années. La vie, on considère qu'elle a 3,8 milliards d'années. Donc ça veut dire qu'il y a eu au moins, on va dire pour être sûr, 3,7 milliards d'années d'évolution avant que l'intelligence n'apparaisse, telle qu'on l'a définie pour l'être humain. Donc du coup, pour certains, c'est un argument pour dire c'est hautement improbable. Ouais, okay. Mais après, un autre argument, c'est ou alors c'est normalement probable pour une biosphère qui a 3,8 milliards d'années et les exoplanètes ont en moyenne quelques milliards d'années. Du coup, est-ce que tu penses que l'intelligence, c'est quelque chose où il y a un effet de seuil, ou en fait, est-ce que c'est rentable d'investir des ressources dans, par exemple, la fabrication d'un cerveau complexe et qu'il y a un retour sur investissement assez rapide, dans le sens où être 5% plus intelligent, ça confère un avantage qui a des chances de se faire sélectionner au sens de l'évolution darwinienne, ou est-ce que là aussi il y a un gros effet de seuil où on a eu beaucoup de chance, mettons, que l'évolution fasse que les cerveaux des humains soient très complexes et que du coup on devienne les maîtres du monde plus ou moins, et que en fait cet effet de seuil aurait pu ne jamais se produire dans un autre univers par exemple. Oui, c'est tout à fait possible. Oui, je pense qu'il y a vraiment la part de heureux hasard. Et donc voilà, c'est après... même en 3,8 milliards d'années, il y a peut-être eu des moments où l'évolution était pas loin de développer l'intelligence, puis après finalement ça a dévié vers un autre parcours. Et je pense que c'est ponctué de hasard, et comme tu l'as dit, il n'y a pas de vision à long terme dans l'évolution. L'évolution, elle est vraiment très très court-termiste. Donc il faut que une innovation évolutive doit être un gain immédiat pour l'organisme, ou quelque chose qui soit neutre aussi, c'est possible. On peut accumuler des mutations qui sont neutres, qui sont pas un problème. Mais il faut que ça soit viable, et c'est petit à petit. Et puis après il peut y avoir des emballements, des situations auto-entretenues, comme on le dit, où le fait d'avoir plus de cette fonction-là amène à la développer avec les générations. Pour donner un exemple qui est vraiment pas du tout recommandable, mais nous, l'être humain, on a développé une intelligence suffisamment importante pour, si on le veut, faire de la sélection génétique sur nous-mêmes, en fait. Donc, si on veut faire des croisements comme on l'a fait avec les chiens, les vaches et les chats, entre les humains pour faire passer des tests de QI et faire des croisements de trucs de plus en plus intelligents, par exemple, on a la démonstration d'une fonction qui, quand elle est apparue, a la capacité de s'amplifier elle-même. Ouais. Et bon, là, c'est juste un exemple pas éthique, mais il y a d'autres exemples un peu plus terre à terre qui existent dans l'évolution, quoi. Et même, ça va plus loin que ça, parce qu'on a même la faculté de faire des OGM, donc en fait d'insérer des fonctions, voire même de créer des gènes de toutes pièces, et donc en fait on a même la faculté, c'est comme si l'évolution avait favorisé une intelligence qui permet de court-circuiter ce processus, et du coup comment est-ce que tu envisages ces questions? Est-ce que, par exemple, une espèce qui édite son propre génome, ça rentre dans un processus de définition de vie aussi, ou C'est ce qu'un chercheur a appelé une espèce post-darwinienne. Post-darwinienne. Post-darwinienne, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un système vivant où on se demande en fait s'il est vivant. Si on considère que la vie est un système auto-entretenu capable d'évolution darwinienne, on peut très bien en fait ne se reproduire. On peut tirer un trait, je parle de transhumanisme sur le long terme, ou d'autres civilisations peuvent tirer un trait sur la reproduction et l'évolution darwinienne, qui est un ensemble aveugle d'essais et erreurs, et se reproduire par clonage, par exemple. Donc là, donc ça, c'est...
bon, après, si elle est encore capable d'évolution darwinienne, elle peut être considérée comme vivant, mais on peut très bien considérer des êtres stériles qui ne sont plus que capables de se reproduire que dans des laboratoires. Et là, oui, là, c'est une autre type de civilisation, de population d'êtres vivants ou d'êtres post-darwiniens, c'est comment on le définit. Et est-ce que du coup tu penses que dans toutes les expériences qui ont été menées pour détecter de la vie extraterrestre, notamment dans les sondes qui ont été envoyées sur d'autres planètes, est-ce que on a des biais qui sont trop forts à vouloir chercher de la vie qui ressemble trop à ce qu'on connaît et comment est-ce que on peut prendre en compte une recherche de vie qui dépasserait du coup un peu celle qu'on connaît, quoi. Alors on a des biais qui sont assez forts, mais qui sont très légitimes, parce que la vie telle qu'on la connaît est le seul exemple de vie qu'on connaît. Donc commençons par le commencement. Si on veut rechercher de la vie dans l'espace, c'est pas être chauvin ou terra-centré que de rechercher par exemple des biosignatures, donc des marqueurs du vivant qui ressembleraient à des molécules que nous on a. On pourrait se dire, voilà, parce qu'en fait, on ne sait pas si d'autres systèmes vivants peuvent exister qui seraient très différents d'une autre. Voilà. Donc en fait, c'est une démarche philosophiquement qui est assez saine. Ensuite, on peut se dire, on peut passer à côté d'autres systèmes vivants qui ne ressemblent pas du tout à la vie telle qu'on connaît. Ok, mais alors dans ce cas-là, on cherche quoi ? On a une infinité de... En plus, ça dépend de ce qu'on définit comme vivant. Donc on a une infinité d'hypothèses à tester. C'est là où rentre l'intérêt de la définition de la vie, et surtout arriver à définir la vie dans l'univers. Donc, par exemple, si on considère que la vie est un système chimique auto-entretenu capable d'évolution darwinienne, ça ne sous-entend pas que la vie est basée sur le carbone, par exemple. Ça ne sous-entend pas que la vie est basée sur l'ADN, sur des protéines ou sur des cellules. Ça sous-entend seulement que c'est un système chimique auto-organisé capable d'évolution darwinienne. Et donc il y a un chercheur, par exemple, qui a mis au point un protocole de détection de traces de ce genre de système, peu importe la structure moléculaire de ces traces. Peu importe si c'est basé sur l'ADN, peu importe si c'est basé sur les protéines ou sur des lipides. Et en fait, c'est un peu mystérieux, là, comment je le dis. Et en fait, pour faire très simple, ce système consiste à essayer de détecter des molécules très complexes et en très grand nombre. Et donc, en fait, une molécule complexe, c'est pas une molécule qui va avoir beaucoup d'atomes. Parce que dans ce cas-là, les météorites, les tares organiques dans les météorites, dans les comètes, c'est beaucoup d'atomes carbonés, par exemple. Mais complexe, ça veut dire que ça nécessite... Alors il y a beaucoup de définitions de la complexité, mais justement, dans celle qui est reprise dans cette théorie, c'est qu'il nécessite un grand nombre d'étapes de réactions chimiques pour pouvoir atteindre le produit fini. D'accord. Et c'est pas n'importe quelle étape. Il faut vraiment que A soit suivi de B, soit suivi de C, et c'est pas bouilli. Il faut vraiment qu'il y ait... Et donc en fait, on considère que on voit aussi sur Terre que seuls les êtres vivants sont capables de créer des molécules qui sont très complexes dans ce sens-là, en fait, qui nécessitent comme une voie de biosynthèse très particulière. Et le fait que si ces molécules, par exemple sur Mars, étaient des molécules très complexes et en beaucoup de copies, si on retrouvait ces molécules-là, ça voudrait dire que elles ont été recopiées. Donc en fait, il y a un processus de reproduction. Et si elles sont vraiment en grand nombre, on s'imagine que pour que la reproduction ait pu avoir lieu, il a fallu que ces entités puissent s'auto-entretenir, se fabriquer ce matériel hautement complexe et se reproduire. Et donc du coup, c'est une façon de pouvoir tester des traces d'êtres vivants qui seraient un peu différents d'une autre. D'accord. Un peu différent de notre vie telle qu'on la connaît. Et du coup, dans cette définition de la complexité, il y a un peu une
j'ai l'impression qu'il y a un peu une notion de vulnérabilité dans le protocole qui mène à la création de molécules complexes. Est-ce que... ça me fait penser un peu aussi, en gros, de mes souvenirs de terminale, en fait, l'ADN de mémoire, en fait, les gènes sont surtout des gènes qui impactent le développement d'un organisme plus que la description on va avoir une tête qui ressemble à ça, des yeux qui ressemblent à ça, mais c'est plus sur la séquence d'assemblage d'un être vivant que ça dit des choses que sur le résultat final, quoi. Et donc en fait ça fait que les mutations, elles peuvent avoir un impact. En fait, c'est assez facile d'aller atteindre d'autres types de formes de vie, quoi. Enfin, c'est assez facile d'avoir du jeu dans l'espace de recherche des êtres vivants potentiels, quoi. Est-ce que du coup, dans la génération de molécules complexes, il y a aussi cette notion de sensibilité au manuel IKEA, quelque part, d'assemblage de la molécule, ou en fait, au contraire, en gros, il y a quand même une forte sensibilité. Est-ce que, au contraire, le chemin est assez résilient pour aller jusqu'à ces molécules complexes, quoi. Tu veux dire, est-ce qu'il existe plusieurs chemins pour arriver à Par ces exemple, molécules? Moins il existe de chemins, plus cette molécule va être considérée justement comme complexe sur cette échelle de valeur, en fait. Donc ça veut dire s'il n'y a que un seul chemin pour y aller, on va dire vraiment, et qui est hautement... Parce qu'en fait, chaque étape est associée à une probabilité d'apparition. Et donc les cellules, à l'intérieur des cellules, tu as un environnement biochimique qui va favoriser certaines étapes. Et l'idée, c'est de se dire qu'à l'air libre, s'il n'y a pas cet environnement intracellulaire, c'est peu probable que toutes les étapes s'enchaînent comme par magie, en fait, c'est ça le truc. Et donc voilà, donc en fait, c'est... Je sais pas si je réponds très très bien à ta question, mais on va dire, voilà, moins il y a de chemin, plus c'est intéressant, on va dire. Mais après, dans notre biologie aussi, hein, il peut y avoir plusieurs chemins pour amener à des molécules simples, mais les molécules très complexes, généralement, on n'y va pas par quatre chemins. Généralement, c'est souvent les mêmes chemins. D'accord. Ah, si, ça répond à la question. Tu commences ta thèse par une citation que j'aime beaucoup. C'est « Il se peut que les chimistes fabriquent quelque jour des substances au sujet desquelles on discutera s'il convient ou non de les appeler vivantes. » En fait, ce que j'aime beaucoup dans cette citation, c'est le fait qu'il y a un peu l'idée de si on arrive à fabriquer la chose, alors du coup ça perd de sa magie quelque part, et donc ça devient trop explicable, c'est trop simple, et il y a un peu le même phénomène en IA notamment, où au début, par exemple, on disait jamais les machines arriveront à battre des humains aux échecs, et quand on a réussi à le faire, on a trouvé des algorithmes en explorant l'arbre des possibles et en essayant d'évaluer si au bout des possibles, c'est une position qui est bonne ou pas. On arrivait à trouver un algorithme qui est assez simple en fait finalement à expliquer, qui explique pourquoi est-ce que avec suffisamment de puissance de calcul on peut battre un humain aux échecs. Et donc à partir de là on se disait non, en fait battre le problème des échecs c'est pas un problème très dur en fait. Et maintenant il y a un peu la même réflexion aussi avec le langage. Avec les LLM qui ont émergé et qui du coup imitent très très bien les capacités langagières humaines. Et on se dit peut-être qu'en fait il n'y a rien de magique dans le fait d'arriver à parler. En fait, statistiquement, si on donne assez de texte à quelqu'un, une machine, c'est normal qu'elle arrive à reproduire la parole humaine. Et donc en fait, je me demande, est-ce que du coup, il y a un peu le même phénomène où, au fur et à mesure qu'on avance sur les questions d'origine de la vie, où la vie perd un peu de son côté magique et qu'au final, en fait, tout devient trop explicable, quoi. J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'on se rend compte... alors, ce que j'adore avec cette citation, c'est un chimiste qui a écrit au 19e siècle. Donc, c'est vraiment... il était assez précurseur. Donc...
Oui, l'histoire a montré que ça a perdu un petit peu de sa magie, disons, parce qu'il y avait quand même toute une école de pensée, et puis même, c'est encore courant aujourd'hui, en fait, de considérer qu'il y a une énergie vitale, ce qu'on appelle le vitalisme, et voilà, que les êtres vivants seraient authentiquement, intrinsèquement différents du reste de la matière, parce qu'ils auraient une sorte de flux vital, un souffle vital, une énergie. Et ça, on montre que ça n'existe pas du tout. Non, c'est vraiment des molécules comme toutes les molécules, et c'est des atomes comme tous les atomes. Mais donc voilà, donc ça c'est la réponse de... Oui, en fait, on se rend compte que ça fonctionne vraiment classiquement. Et la réponse de non, ça reste compliqué, c'est la complexité. En fait, le vivant, c'est une complexité incommensurable et folle de trucs simples. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère, mais il y a quasiment une infinité de combinaisons de petites choses qui ne sont pas censées être mystérieuses en soi, mais qui vont donner des phénomènes dynamiques, complexes, parfois très sophistiqués. Et c'est quand on dézoome et qu'on va à la grande échelle qu'on se dit waouh, mais comment ça fait pour fonctionner, c'est un peu magique. Et plus on zoome, plus on dit ah bah ça fonctionne comme ça, ça fonctionne comme ça, ça fonctionne comme ça. C'est pas facile. Et donc du coup, c'est vraiment d'arriver à comprendre les changements d'échelle. Mais et notamment l'origine de la vie, c'est un changement d'échelle. On passe de peut-être quelques molécules dans de l'eau qui peuvent éventuellement se reproduire à une cellule qui métabolise, mais qui se divise. Et pour comprendre ces changements d'échelle, moi je pense qu'il est intéressant de justement positionner des jalons et des étapes, je matérialisais par des seuils, et voilà, et d'étudier ça. Et finalement, on peut faire une métaphore, par exemple, avec le concept de civilisation. On a suffisamment d'archives historiques pour retracer depuis les débuts de la civilisation Sumer, par exemple, Our, jusqu'à des villes, des mégalopoles comme New York. On peut se dire, mais comment un système urbain aussi complexe peut arriver ? On a des sources historiques qui montrent vraiment que pas à pas, on met en place des règles financières, des règles juridiques, et graduellement, et au final, on a un truc extrêmement complexe. Mais il n'y a pas de mystère à la base. D'accord, ouais. Et j'imagine que forcément, c'est un sujet qui touche aussi beaucoup aux croyances personnelles de certaines personnes. De manière générale, la théorie de l'évolution, en rapport aux différentes religions. Est-ce que tu t'es déjà fait personnellement attaquer ou challenger parce que tu t'intéressais à ces questions-là spécifiquement, ou suite aux conclusions que tu as eues dans certains des articles que tu as publiés? Non, alors en France on n'est pas aux États-Unis, donc il y a quand même moins de créationnistes, quoique il y a quand même une part significative. Je crois que j'ai juste eu un commentaire sur un article en ligne de vulgarisation où quelqu'un qui disait oui, vous n'avez pas réfléchi à l'aspect créationniste. Je pense que, alors déjà pour être exposé à des attaques, il faut avoir suffisamment de présence publique, ce qui n'est pas forcément mon cas, de 1. Et de 2, je ne milite pas, ou en tout cas même je n'affirme pas un scénario d'origine de la vie. Je ne dis pas l'origine de la vie ça s'est passé comme ça ou pas. Non, j'explore j'ai exploré, parce que maintenant j'ai arrêté la frontière entre le non-vivant et le vivant. Et en fait, des créationnistes peuvent même s'accommoder très bien des genres de recherches que je fais, parce qu'on pourrait dire que je montre que, par exemple, on peut fabriquer certaines brides du vivant en laboratoire. Des créationnistes vont dire « Ah, vous voyez, il a réussi à fabriquer quelque chose, mais personne n'a réussi à le faire reproduire à l'état naturel. C'est bien la preuve qu'il faut qu'il y ait un créateur pour que ça arrive. » Et donc ça peut même donner de l'eau au moulin à certains créationnistes. Donc finalement, non, voilà, j'ai pas eu trop de problèmes, parce que en fait, j'étudie vraiment la question très large, quoi. Ouais, ok. Plus le processus et qu'est-ce qui se passe, sans vraiment, oui, effectivement, vouloir défendre une certaine position ou une autre position. C'est plus
qu'est-ce qui se passe quand on met un certain nombre de conditions, quand on réunit un certain nombre de conditions. Exactement. D'accord, très bien. Voilà. Mais je suis pas créationniste. Mais voilà, je considère que c'est... Après, de manière générale, pour un peu tout, j'ai une sorte de raisonnement bayésien. C'est-à-dire que j'essaie d'estimer des taux de probabilité qu'une proposition soit vraie ou fausse. Et disons que pour moi, le créationnisme... Il y a plusieurs types de créationnisme. Hein. On va parler de celui du créationnisme qui est peut-être très, très rapidement, qui est le moins implausible. Ce serait la panspermie dirigée. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce concept. C'est la panspermie, donc c'est de la vie qui se diffuse d'une planète à une autre, et dirigée, c'est-à-dire qu'elle était dirigée par un agent, par une autre entité. Et il n'est pas impossible que des extraterrestres aient créé de la vie en laboratoire et décidé d'ensemencer une autre exoplanète avec de la vie et qui se trouve être notre planète Terre, par exemple. Ça, j'estime que c'est hautement improbable, mais c'est pas impossible. Donc ça, vraiment, disons que c'est totalement compatible avec tous les articles que j'ai publiés et toutes les recherches que j'ai faites. C'est juste que c'est très peu plausible. Et pourquoi est-ce que c'est peu plausible, encore une fois ? Parce que ça nécessite l'existence d'une civilisation qui soit suffisamment avancée pour créer de la vie et pour l'ensemencer sur une planète et que ça soit sur notre planète. Mais je dis pourquoi pas, c'est possible, mais on ne sait pas que cette civilisation existe. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans certaines conditions, des molécules peuvent apparaître et s'auto-assembler et donner de la vie. Et c'est là où c'est super important aussi, c'est le lien entre fabriquer de la vie en laboratoire et l'apparition spontanée de la vie. C'est-à-dire que quand on met ensemble des éléments pour faire apparaître un réseau d'ARN qui se reproduit, par exemple, on a montré d'abord qu'on peut le construire, c'est sûr, mais on a montré que c'est physiquement possible, que ça peut exister en fait. Et donc, c'est juste le b.a.-ba de dire que j'ai démontré que je peux faire, moi, être humain, des ARN. Mais ce qui est plus intéressant de montrer, c'est de dire que c'est une preuve de concept, que c'est possible. Et donc ensuite, après, c'est l'étape d'après, c'est d'essayer d'intervenir le moins possible et d'avoir un peu de roche, un petit peu de flaque d'eau et voilà, d'essayer de reproduire ce qu'on a fait avec des pipettes très stérilisées, ce qui aurait pu donner naissance à de la vie spontanément. Mais le problème, c'est aussi le fait qu'on n'a pas une infinité de temps et une infinité d'argent. Et que je dis que la vie, le socle de la vie, c'est la complexité. C'est-à-dire que pour que ces ARN puissent émerger, peut-être qu'il est intrinsèquement nécessaire qu'il y ait une complexité si importante qu'il faut qu'il y ait des centaines de millions, voire de milliards d'essais-erreurs avant qu'il y ait un ARN qui est capable d'autoreproduction et qui puisse emballer pour avoir plein de reproducteurs, par exemple. Ouais. Donc peut-être qu'on n'arrivera jamais à reproduire, ou à laisser évoluer un système qui va spontanément faire émerger de la vie. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire que c'est hautement improbable. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est montrer que ça existe, en tout cas, que c'est possible. Après, plausible, c'est autre chose. Après, j'imagine qu'on peut aussi à chaque fois penser à l'argument qu'il y a eu des milliards d'années où il y a eu un océan dans lequel il y a eu des molécules et qu'en fait, c'est une infinité d'expériences et donc même des choses qui sont très peu plausibles sur suffisamment d'essais peuvent quand même émerger et donc régulièrement utiliser cet argument pour... Oui, c'est-à-dire que s'il y a un truc, s'il y a un événement qui est improbable, s'il se reproduit 1 million de fois, ou même s'il se reproduit une infinité de fois, il est certain. Ouais. Donc voilà, on passe de l'improbable à certain. Donc oui, c'est tout à fait ça. Oui. Et du coup, là, en fait, en laboratoire, on cherche plus à fabriquer des ARN ou à rechercher les conditions qui peuvent faire que ces ARN émergent. Et les deux, vraiment les deux. Et c'est deux lignes de recherche différentes. C'est vraiment la recherche de l'origine de la vie historique et la recherche vraiment de la biogénèse, on va dire dans l'absolu, quoi, le frontière entre le non-vivant et le vivant. Il se trouve que pour obtenir des financements, et même dans les têtes des gens, c'est plus parlant d'essayer de rechercher la vie, l'origine de la vie telle qu'elle a pu avoir. Donc en fait, j'entends plus de recherches qui sont ralliées à ce côté historique. Mais pour moi,
intellectuellement, je trouve que c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est pourquoi devoir se contraindre avec des molécules qui étaient présentes il y a 4 milliards d'années et qui sont extrêmement limitées pour faire certaines réactions, alors que parfois on ne sait même pas les faire, ces réactions, avec toutes les molécules artificielles qu'on peut avoir dans un laboratoire. Donc moi je pense que intellectuellement, et c'est l'état d'esprit de mon ancien directeur de thèse, c'est d'abord d'essayer si c'est possible en fait, si les lois de la physique permettent de faire certains scénarios qu'on imagine. Et ensuite, quand on a montré par exemple qu'on peut faire émerger des réseaux d'ARN autocatalytiques capables d'évolution darwinienne, après on va dire, bon ok, on sait que c'est possible, on sait que ça peut émerger, maintenant on va essayer de faire ça avec une atmosphère qui est celle d'il y a 4 milliards d'années, avec plus ou moins des molécules réductrices, oxydantes, et voilà. Sinon, au niveau des applications industrielles des recherches et des processus, notamment de microfluidique, est-ce que tu peux en dire quelques mots? Quels sont les bénéfices un peu pour peut-être la médecine ou pour l'industrie de ces recherches? Oui, tout à fait. Alors, donc ça, c'est plus du tout mon domaine de recherche, mais bon, j'ai travaillé avec des chercheurs qui utilisent justement la microfluidique pour ce quoi elle a été inventée en fait. C'est avant tout un outil technologique de développement, plus que l'origine de la vie. C'était un peu un hasard que des gens se sont dit mais les gouttes d'eau ça ressemble un peu à des protocellules peut-être. Et le premier intérêt de la technique que j'ai utilisée, donc la microfluidique en gouttelettes, c'est-à-dire la génération de petites gouttes d'eau micrométriques dans une phase d'huile en fait, c'est de pouvoir générer des milliers, voire des centaines de milliers de petits compartiments pour faire des réactions biochimiques différentes. C'est en fait, dans un laboratoire de biochimie classique, il va y avoir un objet qu'on va retrouver très souvent qui s'appelle les plaques 96 puits. C'est une petite plaque dans laquelle il y a 96 trous. Et les chercheurs, ils ont parfois une pipette avec 8 cônes, et ils vont comme ça pouvoir justement aller ensemencer des puits avec des réactifs différents, par exemple avec 96 différentes concentrations d'une molécule, pour tester quelle est la concentration optimale pour faire. Si, mettons qu'il y ait un jeune chercheur qui s'intéresse, enfin jeune chercheur ou même pas encore chercheur du coup, qui souhaite soit faire une thèse ou travailler dans des domaines qui sont liés à la question de l'origine de la vie, quelles sont pour toi les grandes questions aujourd'hui non résolues qui mériteraient de l'attention, et quel conseil tu donnerais à cette personne-là? Alors moi, la question principale qui m'a intéressé et qui est toujours pas résolue, c'est l'apparition des dynamiques d'évolution darwinienne dans des réseaux de molécules. Des réseaux, en fait, c'est des réseaux de réaction, c'est-à-dire des molécules A qui réagissent avec B, qui réagissent avec C, qui réagissent avec A, donc c'est ça qu'on appelle des réseaux en fait. Et pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant? Parce que c'est essayer de comprendre l'origine d'une dynamique, d'un comportement qui est associé à la vie. Donc reproduction, variation, sélection, tout ça c'est darwinien. Ce que je trouve moins intéressant, c'est des recherches, c'est vraiment personnel, mais les recherches qui essaient de synthétiser telle ou telle molécule en laboratoire, parce que finalement on dit on a synthétisé un acide aminé ou un nucléotide, ok, mais à la fin des courses, ton nucléotide, il n'est pas très vivant, quoi. Bon. Ça se discute. Mais alors que d'aller vraiment au cœur de, et c'est une question de sensibilité, mais au cœur de ce qui est vivant, pour moi, c'est une dynamique, un comportement. C'est ces dynamiques d'évolution. C'est ces dynamiques d'évolution qui vont pouvoir être générateurs de nouvelles fonctions et générateurs aussi de mécanismes plus perfectionnés pour s'auto-entretenir, par exemple. Donc voilà, donc il y a ça, ce qu'on appelle les réseaux autocatalytiques, principalement. Il y a aussi l'origine du métabolisme. Métabolisme, donc c'est l'ensemble des réactions chimiques qui participent à assimiler les molécules dans notre organisme, en fait, qu'on ingère, par exemple, et à permettre aussi la respiration. Donc en fait, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui permettent l'auto-entretien, en fait.
Et arriver à créer cette dynamique, je trouve ça super intéressant aussi. Il y a des chercheurs qui y travaillent, d'arriver à créer cette dynamique de métabolisme sans l'aide d'enzymes. Parce que les enzymes, c'est des molécules très 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 complexes qui permettent de faciliter cette réaction dans notre corps. Mais parce qu'elles sont complexes, on aimerait bien s'en passer pour quand on essaie de comprendre comment la vie a pu émerger. Donc il y a des réactions. Ouais. Alors ensuite, bon là, je viens de parler de 2 lignes de recherche intéressantes, mais après, le meilleur conseil que je peux vraiment donner, et c'est vraiment pas une blague, c'est de faire ce qui t'intéresse authentiquement. Parce que, à plusieurs égards, la recherche est parfois un sacerdoce. C'est vraiment pas forcément facile parce que la norme d'un travail de chercheur, c'est d'échouer. Et la réussite est parfois étonnante. Mais non, mais bon, j'exagère un petit peu, mais c'est normal quand on fait l'expérimental, c'est normal de rater, encore rater, jusqu'à ce que ça marche ou jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi ça ne marche pas en fait. Mais c'est la base. Donc du coup, c'est psychologiquement pas facile. Si en plus on fait ce travail parce que quelqu'un sur un podcast a dit que c'était cool, mais nous ça nous plaît pas. Ouais. Et ben c'est mort. Ouais, okay. Voilà. Donc faut vraiment, j'invite quelqu'un qui est intéressé par l'origine de la vie à lire des livres dessus, écouter des podcasts, regarder des vidéos, même discuter avec des chercheurs s'il en a l'occasion, et se faire vraiment son avis de ce qui l'intéresse. Faut que ce soit que ça vienne de l'intérieur, quoi, que ce soit presque un plaisir, un désir de découvrir cette question-là. Donc c'est vraiment le plus gros conseil, et c'est pas un conseil de bout de comptoir. C'est vraiment très important parce que si en recherche, c'est comme voilà, on n'est pas très bien payé, les débouchés professionnels sont variables, donc il faut vraiment que ce soit un moteur, le sujet. Et aujourd'hui, du coup, tu as transitionné du monde de la recherche vers l'administration un peu de la recherche au sein du CNRS. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ton poste actuel et sur quels sont les avantages et inconvénients pour toi, y compris d'un point de vue intellectuel. Comment est-ce que cette évolution, comment tu vis cette évolution? D'accord. Donc là, je suis responsable des actions scientifiques interdisciplinaires dans un service du CNRS qui coordonne et gère au mieux l'interdisciplinarité au niveau institutionnel au CNRS. Donc l'interdisciplinarité, c'est le travail entre différentes disciplines. Et donc dans mon parcours, j'ai eu à faire de la biochimie, mais aussi de la philosophie, de l'anthropologie. Donc j'ai fait des travaux assez interdisciplinaires. Et les enjeux de mon poste, c'est de favoriser ces collaborations interdisciplinaires via plusieurs méthodes. Une première, c'est que je suis en charge d'un réseau de chercheurs en lien avec l'océan, mais allant de l'histoire des sciences maritimes jusqu'à la biochimie du plancton. Donc c'est vraiment très, très varié. Et donc j'anime ce réseau. On a des webinaires, on fait des conférences. Voilà, on soutient des actions pour favoriser des travaux entre les différents chercheurs de ce consortium. Ensuite aussi, on met en place des appels à projets, donc des opportunités de financement, qui ont la particularité de s'adresser qu'à des projets pour lesquels les 2 chercheurs principaux viennent de 2 disciplines différentes. Et en fait, donc on donne des opportunités de financement là où c'est assez dur d'en avoir dans ce type de projet. Parce qu'en fait, les projets qui mélangent les disciplines, parfois, ils sont regardés d'un œil suspicieux parce que c'est toujours un challenge supplémentaire, l'interdisciplinarité. Ça a été vraiment démontré quantitativement que les chercheurs qui travaillent sur des disciplines différentes mettent plus de temps à publier des articles. Donc pour un financeur, s'il y a plus de temps à publier un article, on va dire peut-être pas forcément un bon retour sur investissement par exemple. Et l'intérêt que je vois dans mon poste actuel, c'est en grande partie le contexte. Donc j'ai la chance d'être au siège du CNRS et d'être vraiment dans une dynamique et un écosystème où on organise aussi des
des conférences interdisciplinaires, on essaye de... Voilà, on peut aussi conseiller des chercheurs sur quel type de projet il est possible de monter. Et tous les jours, je peux être amené à discuter avec un philosophe, un mathématicien, un biologiste, et sur des sujets qui sont très très variés. Donc ça, c'est vraiment la diversité des échanges qui est fascinant, et aussi le sentiment de pouvoir être plus utile au quotidien, que travailler sur l'origine de la vie ou la recherche de vie extraterrestre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui te disent merci. Alors que quand on alloue de l'argent à une thèse pour le projet, là, les gens sont contents. Et c'est sûr qu'ils sont contents, c'est normal. Et on a l'impression de pouvoir aider un petit peu la recherche en allouant les financements de telle façon à ce que l'interdisciplinarité puisse fructifier. D'accord, ok. J'ai une dernière question. Plus en lien avec la question de la vie. Si j'ai bien compris en fait le message de Richard Dawkins dans son livre Le gène égoïste, c'est qu'en fait les vrais véhicules qui sont en tout cas les vrais êtres qui sont sur Terre, ce sont les gènes, et l'information qui se transmet via ces gènes, et qu'en fait nous on n'est que des véhicules temporaires dans lesquels les gènes coopèrent mais temporairement, mais qu'en fait eux ils se battent entre eux pour leur existence, quoi. Si, par exemple, on prête plus d'attention au véhicule, à l'enveloppe temporaire que nous sommes, à partir de quand est-ce qu'on définit qu'une enveloppe n'est plus vivante ? Enfin, quel est le critère de mort, en quelque sorte, et comment est-ce qu'il évolue au cours du temps ? Donc la question de la mort, elle est aussi compliquée que la question de l'origine de la vie, d'une certaine manière. Enfin, c'est une question de gradient. Il y a plein de... Voilà, il peut y avoir plein de... On peut jouer beaucoup avec les concepts, hein. Typiquement, si une personne, par exemple, devient stérile, on peut considérer elle est plus capable, en tant qu'entité, de reproduction, d'évolution darwinienne, et donc de reproduction. Donc, on peut dire qu'elle est plus considérée comme vivante. Bon, c'est pas très intuitif, hein, quand même. Mais sinon, si on congèle une bactérie, si elle est congelée, par exemple, là, si j'ai une bactérie congelée devant moi, je dis actuellement, c'est pas un système auto-entretenu, là. Il n'y a rien qui est entretenu. Donc, on peut dire qu'elle est morte, mais pourtant, quand elle se dégèle, si on ne fait pas trop brutalement, elle va revivre. Alors du coup, c'est intéressant, on peut dire, quand on dégèle une bactérie, si on considère qu'elle était morte, on a une origine de la vie. C'est là où on voit que l'origine de la vie peut avoir plusieurs dimensions. Donc voilà, c'est multidimensionnel, c'est très complexe. Ensuite, pour les organismes, il y a aussi ce qu'on appelle la mort cérébrale. C'est-à-dire que... Et en fait, c'est même d'être humain à être humain, quand on parle de la mort, c'est souvent de la mort cérébrale qu'on discute. On enlève le cerveau de quelqu'un et que son cœur il bat encore, finalement, voilà quoi. Pas mal de gens sont tentés de dire c'est fini en fait, cette personne n'est plus. Et il y a des exemples, par exemple, un exemple de la culture cellulaire la plus connue au monde, HELA, H-E-L-A, de Henrietta Lacks, je crois que c'est Henrietta. Qui était une personne dans les années 50 à qui on a extrait un morceau de tumeur et dont on continue encore actuellement à utiliser les cellules qui en découlent, parce que les tumeurs cancéreuses sont entre guillemets éternelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent se reproduire de façon indéfinie si elles ont les bons nutriments. Et là, Henrietta, en tant que... il me semble que c'est Henrietta, en tant qu'organisme, est morte. Mais ces cellules sont encore vivantes. Est-ce qu'elle est encore en vie dans les... C'est ça. Est-ce qu'elle est encore en vie ? Il y a certaines cellules qui sont encore en vie, mais elle est encore en vie. Donc voilà, il y a vraiment... c'est multidimensionnel. Et encore une fois, c'est une question de définition aussi. Et aussi, cette histoire de mort cérébrale est très très présente. En fait, la vie en tant que conscience est très présente intuitivement dans la plupart des gens que je rencontre. Parce que par exemple, quand je discutais de ce que je faisais de mes recherches, par exemple que je traitais de la différence entre l'inerte et le vivant, il y a pas mal de gens qui me posaient des questions spontanément par rapport
à des robots conscients, des IA. Ils vont dire, bah alors du coup, ça, est-ce que c'est vivant si tu as un robot qui a une conscience? Et moi, je me posais pas du tout cette question. Parce que je me dis, mais ça n'a absolument rien à voir avec la vie. Bon, la vie, c'est plutôt des systèmes chimiques, auto-entretenus, compartimentés, l'intelligence. Et puis surtout que je suis biologiste à la base. Donc je dis, bah ouais, moi, les bactéries, c'est authentiquement vivant. Pourtant, c'est pas intelligent au sens où on l'emploie couramment. Donc je me dis, bah non. Mais en fait, c'est parce que l'intelligence a pris une part tellement importante dans notre espèce qu'elle en devient presque synonyme de la vie, en fait. D'où la notion de mort cérébrale, par exemple. Donc en fait, quand on cherche à prolonger l'espérance de vie, en fait, ce qu'on cherche à prolonger concrètement, c'est plus l'expérience subjective de conscience, quoi. C'est exactement ça. On cherche à prolonger la conscience. En fait, on s'en fout de la vie, je pense. D'ailleurs, beaucoup de religions considèrent que le corps est temporaire et que l'âme est immortelle. Et l'âme, en fait, c'est une approximation non scientifique de la conscience. Ouais, c'est fascinant, ça. Est-ce que tu aurais des recommandations de livres à des personnes qui souhaiteraient du coup aller plus loin ou s'intéresser plus à ces questions d'origine de la vie? Enfin, je sais que toi-même, tu es en train d'écrire un livre qui devrait sortir d'ici 1 an normalement. Oui. Est-ce que tu peux en dire plus et aussi donner quelques recommandations? Donc le livre que je suis en train d'écrire, il retrace certains des travaux de ma thèse et pourrait s'intituler Comment créer la vie en laboratoire, à voir si c'est le titre qui va finalement être retenu. Et en fait, ça répond vraiment à cette question. C'est-à-dire, on a un peu esquissé les contours de cette question. Et pour faire vite, en fait, ça reprend une étude ethnographique que j'ai fait pendant ma thèse, qui consistait à analyser, en tant qu'acteur et observateur, les recherches de mon laboratoire sur l'origine de la vie. Donc analyser vraiment le travail du chercheur, quelle est son hypothèse, qu'est-ce qu'il fait à la paillasse, comment il communique son résultat, comment il est influencé par telle ou telle école de pensée, et comment il va considérer que ce qu'il a créé à la paillasse est quelque chose de vivant ou pas. Et donc je retrace un peu qu'est-ce qui se passe dans un laboratoire de biochimie où on crée des choses qui sont interprétées comme être un peu plus vivants que le non-vivant. Donc je vais vraiment essayer de vulgariser un petit peu l'envers du décor. Sinon, pour d'autres livres, je conseille très fortement Infravie de Thomas Hims, qui explore très intelligemment la frontière entre le non-vivant et le vivant. Il étend même le vivant à ce qu'il appelle une infravie, en fait, qui inclut aussi des entités qui n'auraient pas toutes les entités, toutes les propriétés du vivant, mais seulement quelques-unes, mais qui seraient dans cette zone grise entre le non-vivant et le vivant. Et en fait, la vie serait que le sommet d'une colline, d'un champ d'infravie, en fait. Et sinon, je pense qu'on pourra mettre aussi en commentaire des liens. Pour ceux qui sont anglophones, il y a The Quest for a Universal Theory of Life de Carol Cleland, il faut s'y accrocher, mais qui est vraiment, vraiment fascinant et qui explique, qui fait un tour d'horizon scientifique et philosophique de comment établir une théorie de ce qu'est la vie sur Terre, mais dans l'univers aussi. Donc vraiment comment on peut avoir une définition d'un phénomène aussi complexe. Est-ce qu'on peut en avoir pourquoi est-ce que ça marche pas et comment aussi trouver la vie dans l'espace. Donc ça c'est déjà pas mal de livres intéressants, mais on pourra en mettre plus aussi Très bien. On mettra tout ça en description. En tout cas, merci beaucoup Cyril, merci pour ton temps et pour cet échange passionnant. Et on mettra tous les liens nécessaires pour ceux qui veulent approfondir dans la description. Merci à toi.